Il y a 3 décennies, l'Ukraine était la 3e plus grande puissance nucléaire du monde. En effet, après l'effondrement de l'Union soviétique en l'an 1991, la nouvelle Ukraine indépendante a hérité d'environ 5000 armes nucléaires que Moscou avait précédemment installées sur son sol. Elle avait donc plus d'armes nucléaires que toutes les puissances nucléaires suivantes comme la France, la Grande-Bretagne ou la Chine réunies. Seule la Russie et les États-Unis la dépassaient. Mais l'Ukraine a décidé de se désarmer complètement et de remettre volontairement toutes ses ogives à la Russie. Mais pourquoi a-t-elle volontairement cédé son arme la plus puissante à la Russie et pourquoi ce sujet est-il à nouveau si pertinent aujourd'hui? C'est à toutes ces questions que nous nous intéressons dans la vidéo d'aujourd'hui. Pour commencer, revenons à l'époque précédant l'effondrement de l'Union soviétique. En tant que l'une des plus grandes républiques de l'Union soviétique, l'Ukraine abritait une grande partie de l'arsenal nucléaire soviétique. Ces armes n'étaient pas seulement un symbole de puissance militaire, mais aussi un élément central de la stratégie de dissuasion face à l'Occident. Pendant des décennies, l'Union soviétique a mené une course à l'armement nucléaire avec les États-Unis. À son apogée, les deux pays possédaient ensemble environ 70 000 ogives nucléaires, soit une puissance totale de plus de 800 000 bombes d'Hiroshima. En comparaison, les deux pays en possèdent aujourd'hui environ 14 000. L'Union soviétique a ainsi développé une large gamme d'armes nucléaires, des armes nucléaires tactiques aux puissants missiles intercontinentaux capables d'atteindre des cibles sur l'ensemble du globe. Et pour avoir le plus grand potentiel de dissuasion possible, les armes étaient stratégiquement réparties sur l'ensemble du territoire de l'Union soviétique. Et l'Ukraine jouait un rôle particulier dans ce contexte, car à l'époque, elle n'était pas seulement l'une des plus grandes républiques de l'Union soviétique, mais aussi l'une des régions les plus occidentales du pays, d'où la menace pour l'Europe était construite. Les armes nucléaires stationnées en Ukraine n'étaient pas seulement essentielles à la stratégie de défense soviétique, elles jouaient également un rôle dans la protection de l'influence soviétique dans la région. Ainsi, différents types d'armes nucléaires étaient stationnés en Ukraine, notamment des missiles balistiques intercontinentaux, des bombardiers stratégiques pouvant être équipés d'armes nucléaires et une série d'armes nucléaires tactiques. L'Union soviétique a également investi de manière significative dans la construction et l'entretien de bases militaires en Ukraine, nécessaires à l'entretien et à la mise à disposition de ces armes. Ces installations comprenaient non seulement des sites de lancement et de stockage des armes nucléaires, mais aussi des systèmes de soutien complexes pour leur fonctionnement. De nombreux Ukrainiens travaillaient dans ce secteur, ce qui signifie qu'il y avait une grande connaissance des bombes nucléaires en Ukraine. Mais la situation politique et sociale au sein de l'Union soviétique allait changer radicalement à la fin des années 80. Les réformes de Mikhaïl Gorbatchev, y compris la glasnost et la perestroïka, ont conduit à un relâchement de l'emprise soviétique centralisée, ce qui a stimulé les mouvements nationaux dans de nombreuses républiques, y compris l'Ukraine. La catastrophe nucléaire de Tchernobyl en l'an 1986, juste à la frontière ukrainienne, a été un moment décisif qui a sapé la confiance de nombreux Ukrainiens dans le gouvernement soviétique et a renforcé les aspirations à plus d'autodétermination et d'indépendance. Et après que d'autres républiques se soient détachées de Moscou, le 1er décembre de l'année 1991, une majorité écrasante en Ukraine a également voté pour l'indépendance lors d'un référendum. Et ainsi, l'Ukraine a gagné son indépendance. Mais en plus de la liberté et de l'autodétermination nouvellement acquises, l'Ukraine a hérité, en quittant l'Union soviétique, du 3e plus grand arsenal nucléaire du monde, stationné sur son territoire. Mais pour la Russie et les autres puissances nucléaires, cela représentait un gros problème. Bien sûr, la Russie a surtout perdu une partie importante de son potentiel de dissuasion. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France étaient particulièrement préoccupés par la stabilité politique et militaire des États nouvellement indépendants, y compris l'Ukraine. Ils craignaient que le maintien d'armes nucléaires dans ces pays ne conduise à des tensions régionales et à une course aux armements. Une autre préoccupation importante était la crainte que des armes ou du matériel nucléaire ne tombent entre les mains d'acteurs non étatiques ou de groupes terroristes. Et c'est ainsi que la communauté internationale a fait pression pour un désarmement de l'Ukraine. Cela devrait être en accord avec les efforts mondiaux de non-prolifération des armes nucléaires et de réduction du risque nucléaire après la guerre froide. Un débat intense s'est alors engagé en Ukraine sur ce sujet. Le point principal des partisans du désarmement était que l'abandon des armes nucléaires et le respect des normes internationales de non-prolifération aideraient l'Ukraine à mieux s'intégrer dans la communauté internationale. L'Ukraine a dû s'établir en tant que nouvel État sur la scène internationale et elle a voulu montrer l'exemple en tant qu'État pacifique. Cela devrait permettre à l'Ukraine de bénéficier non seulement d'avantages économiques, mais aussi d'un soutien politique et d'une plus grande intégration en Europe. Et une grande partie de la population semblait également soutenir cette voie. À l'époque, la Russie ne semblait plus représenter un danger immédiat. La décision de l'Ukraine d'abandonner ses armes nucléaires n'était donc pas seulement une question de politique de sécurité, mais aussi un acte de repositionnement géopolitique.
En abandonnant son arsenal nucléaire, l'Ukraine a signalé son désir de faire partie d'un nouvel ordre mondial exempt d'armes nucléaires et de redéfinir ses relations avec les autres nations, en particulier avec les puissances occidentales. De plus, le maintien et l'entretien d'un tel arsenal nucléaire massif auraient également été extrêmement coûteux. Et ce, à une époque où les caisses de l'État ukrainien étaient quasiment vides. Mais à l'époque, de nombreuses voix critiques s'élevaient déjà avec sagesse. En l'an 1993, le théoricien des relations internationales et professeur à l'Université de Chicago, John Mearsheimer, a prédit qu'une Ukraine sans dissuasion nucléaire serait probablement exposée à une agression de la Russie. Et même au sein de l'Ukraine, des voix critiques se sont élevées. Volodymyr Tolupko, un ancien commandant de l'une des plus grandes bases nucléaires d'Ukraine, a averti à l'époque au Parlement que Kiev ne devrait jamais abandonner son avance nucléaire. En avril de l'année 1992, il a fait savoir à l'Assemblée qu'il était romantique et prématuré que l'Ukraine se déclare comme un État non nucléaire, et a insisté pour qu'elle conserve au moins quelques-unes de ses têtes nucléaires à longue portée. Mais les partisans du désarmement étaient plus nombreux que les autres et un compromis a finalement été trouvé. L'Ukraine donnerait toutes ses armes nucléaires à la Russie si celle-ci garantissait au contraire la sécurité de l'Ukraine. C'est ainsi qu'est né le Mémorandum de Budapest, le traité le plus important de l'histoire de l'Ukraine nouvellement créé. Il a été signé par l'Ukraine, la Russie, les États-Unis et le Royaume-Uni. Mais regardons-le en détail. L'Ukraine a accepté de remettre à la Russie toutes les armes nucléaires se trouvant sur son territoire. Et en plus de la remise, l'Ukraine a également accepté de retirer ou de détruire les lanceurs et l'infrastructure associée afin de mettre fin à la capacité opérationnelle des armes nucléaires sur son territoire. En contrepartie, la Russie s'est engagée à fournir des garanties de sécurité complètes. Ainsi, les pays signataires s'engagent à respecter la pleine souveraineté et les frontières territoriales de l'Ukraine. Aucune violence ou menace de violence ne doit être utilisée contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de l'Ukraine. Et il ne faut jamais utiliser ou menacer d'utiliser des armes nucléaires contre l'Ukraine. Ainsi, dans les mois qui ont suivi, toutes les armes nucléaires ont été remises à la Russie et l'infrastructure restante a été rendue inoffensive. Mais comme nous le savons, dans la réalité, la Russie n'a pas respecté ce traité par la suite. En l'an 2014, elle a annexé la Crimée et en février de l'an 2022, elle a lancé une guerre à grande échelle contre l'Ukraine. De nombreux Ukrainiens considèrent donc aujourd'hui la signature du Mémorandum de Budapest comme une grande erreur. Et nous avons donné la capacité pour rien, a déclaré Andriy Zahorodniuk, un ancien ministre de la Défense de l'Ukraine. En ce qui concerne les assurances de sécurité que l'Ukraine a reçues en échange de ses armes nucléaires, il a ajouté « Chaque fois que quelqu'un nous propose de signer une bande de papier, la réponse est « Merci beaucoup ». Nous en avions déjà un il y a quelque temps. Et c'est pourquoi une paix contractuelle semble si lointaine dans la guerre actuelle. En effet, quelle raison aurait l'Ukraine de croire aux nouvelles garanties de sécurité russes, qui devraient nécessairement être données dans un traité de paix durable? La confiance entre les deux États est probablement détruite de manière durable. C'est ainsi que l'expert ukrainien Winfried Schneiderdeter a fait le bilan du mémorandum de Budapest en ces termes: l'accord ne vaut pas le papier sur lequel il a été écrit.